Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La deuxième partie de cette analyse keynésienne de la crise, intitulée Les limites donc, de l'analyse et le bon pilotage macroéconomique. Alors, je vous rappelle où est-ce qu'on s'était arrêté. On avait défini qu'on pouvait considérer que la production, donc la richesse nationale, c'était le produit d'un multiplicateur, vous voyez, qui valait ici 1 sur A et qui valait 5, fois les investissements. On avait dans cette modélisation, et c'est ça qu'on va reprendre, des variables exogènes et des variables endogènes. C, c'était la consommation. Qu'est-ce que c'est qu'une variable endogène? Dans ce genre de modèle, ce sont des variables qui dépendent de P, de la production. Donc elles sont liées à la production, alors que les variables exogènes dépendent d'autres choses. Ce qui fait qu'on va être amené à pouvoir écrire ce qu'on va appeler l'équation réduite, où la production va dépendre seulement des variables exogènes, multipliées par le multiplicateur. Alors, dans la première diapo, on avait un multiplicateur de 5. Et en fait, cette valeur était un peu exagérée, ce qui faisait que 10 milliards d'investissements publics se transformaient en 50 milliards de richesses supplémentaires. Il n'y avait qu'une seule fuite dans ce premier modèle qui était liée à l'épargne. Ici, vous voyez le paramètre petit a. On va voir que si on veut s'approcher un peu plus de la réalité, ce n'est pas une fuite que l'on va avoir, mais c'est 3 fuites qui vont venir diminuer la valeur de ce multiplicateur et en même temps qui vont venir nous indiquer comment cibler la relance, comment limiter ces 3 fuites qui vont freiner la performance de cet investissement public supplémentaire. Alors pour ça, reprenons la distinction entre variables endogènes et variables exogènes. Les variables endogènes, on va en avoir 3 dans un modèle un peu plus complet que je vais vous présenter. La consommation ici, vous voyez, qui va dépendre de la production, mais de la production disponible. La production disponible, en fait, qu'est-ce que ça va être? La production disponible, vous voyez ici, ça va être la production une fois qu'on aura payé les impôts. Et les impôts vont être liés à la production via petit t, qui va être la propension à imposer. De même que petit a, c'est le taux d'épargne. On a ici, effectivement, vous voyez, là, le revenu disponible, ou la production disponible, c'est 1 moins petit t fois la production. Les importations, troisième variable endogène, après la consommation, les impôts, sont reliées au revenu disponible par un petit paramètre ici, petit m, qui est la propension à importer. Donc petit a, petit t et petit m sont des paramètres de structure qui normalement à court terme ne bougent pas. Les variables exogènes, on en a 3 dans cette analyse. On a l'investissement public, les exportations et la consommation publique. Donc on va pouvoir écrire ce qu'on va appeler l'équation complète d'équilibre sur le marché des biens et services, à savoir que la production plus les importations, qui sont les ressources du marché, sont égales à la consommation plus les dépenses publiques plus les exportations. Les dépenses publiques étant divisées en dépenses de consommation et dépenses d'investissement. Mes deux variables exogènes ici, après petite manipulation, vous voyez, sont reliées à la production, P, par l'intermédiaire des paramètres. 1 moins A fois 1 moins T pour C, et puis M fois 1 moins T pour P. Alors, je vous épargne trop de calculs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va finir par obtenir une équation réduite ici, qui va faire apparaître le multiplicateur, dans lequel on va retrouver les 3 paramètres de structure et les 3 variables exogènes. Regardons ici l'écriture de ce multiplicateur. Le niveau du PIB, c'est quelque chose entre crochets dans lequel vous avez les impôts, le taux d'imposition, le taux d'importation et le taux d'épargne, et les variables exogènes qui sont les exportations et les dépenses publiques. Donc, une relance sous forme d'une augmentation de I0 va avoir un effet multiplié sur le PIB en fonction justement de la valeur des 3 paramètres de structure T, M et A. Et c'est pour ça qu'on peut faire un petit modèle en simulant la réaction à une dépense publique de l'économie en fonction des valeurs de T, de M et de A. C'est ce que j'ai fait ici dans ce petit tableau. J'ai mis ici mes 3 paramètres, A, T et M, et j'ai calculé le multiplicateur, qui est en fait cette formule-là. Avec des paramètres qui ont la valeur suivante, 15% de taux d'épargne,
20% de taux d'imposition, taux de TVA par exemple, et 20% c'est l'ouverture de l'économie, c'est-à-dire ce que représentent les importations par rapport au PIB. On a un multiplicateur de 2,08. Ce qui veut dire que 10 milliards d'investissements publics vont se transformer en 20,8 milliards de PIB supplémentaires, ce qui est intéressant et ce qui est un fort effet multiplicateur. Seulement, cet effet multiplicateur peut être limité de trois manières différentes. La première chose qui peut venir limiter cet effet multiplicateur, vous voyez ici, c'est la hausse des impôts. Si les impôts passent de 20 à 40, on voit que l'effet multiplicateur va être beaucoup plus faible. Les deux autres paramètres ne bougeant pas. Le deuxième impact qui va réduire l'effet multiplicateur, cette fois-ci, c'est la hausse des importations. C'est-à-dire ici une ouverture plus forte, ce qui fait que l'argent qu'on va mettre dans la machine va se transformer en importation. Vous voyez que le multiplicateur n'est plus que de 1,56. Ou le troisième effet de frein, ça va être la hausse de la précaution, c'est-à-dire la crainte, une hausse du taux d'épargne, ici qui va passer de 0,15 à 0,3, et effectivement une hausse du multiplicateur. Donc on a deux types très différents de relance. Une relance qui va être par exemple totalement entravée. Une relance totalement entravée, c'est une relance qui va à la fois se traduire par une augmentation de l'épargne, une augmentation de la fiscalité et une augmentation des importations. Vous voyez que dans ce cas-là, on a un multiplicateur très proche de 1, donc pratiquement pas d'effet multiplicateur. Inversement, qu'est-ce que c'est qu'une relance qui serait boostée? C'est une relance qui s'appuierait sur des valeurs de paramètres faibles, c'est-à-dire ici, vous voyez, un effet multiplicateur supérieur à 3,5. Donc, ce petit modèle nous permet de comprendre, en termes de ciblage, qu'est-ce qu'il faut faire et comment relancer l'investissement public, comment orienter cet investissement public. Là, il s'agit d'éviter trois fuites. Il s'agit d'éviter les fuites sous forme d'importation, c'est-à-dire la hausse de petit m, des fuites sous forme d'impôt, c'est-à-dire la hausse de petit t, et des fuites sous forme d'épargne, c'est-à-dire la hausse de petit a. Donc, ça va vouloir dire les choses suivantes. D'abord, c'est que l'investissement doit être non financé par l'impôt, mais par la dette. Mais qu'il faut éviter qu'en finançant l'investissement par la dette, on observe l'effet d'équivalence ricardien, c'est-à-dire une hausse du taux d'épargne pour anticiper les remboursements futurs de la dette, qui annulerait carrément l'effet de la relance. Donc, première chose, c'est le déficit qui compte, il ne faut pas que ce déficit se traduise par une augmentation d'épargne. Deuxièmement, les investissements doivent être concentrés sur les produits fabriqués sur le marché intérieur pour éviter justement la hausse de M, c'est-à-dire agir sur des consommations de services délocalisables, des infrastructures, des dépenses de bâtiments, énergie renouvelable, en santé, en recherche, plutôt que des voitures ou des produits de consommation courante. Eh bien, cette discussion sur la manière de financer le plan de relance et sur l'orientation des dépenses vers quel type de secteur, c'est ce que nous allons avoir dans les semaines qui viennent. Je vous remercie.